De père turc et de mère finlandaise, Mehmet Gürs incarne un nouveau genre de brassage culturel, la fusion des extrêmes européens. Après avoir étudié en Suède et aux États-Unis, il est revenu vivre en Turquie et a ouvert son restaurant, Mikla, perché au sommet d'un hôtel surplombant Istanbul. Il est l'un des chefs de file de la gastronomie turque moderne, mais aussi le fervent promoteur de ce qu'il appelle la nouvelle cuisine anatolienne. Avec Tangor, son complice ethno-gastronome, Mehmet n'a de cesse d'explorer, de revisiter et revaloriser les techniques et produits traditionnels de son pays. Pendant une journée, ce chef singulier et hyperactif va nous plonger dans son univers créatif, une cuisine de haut vol au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Bravo, C'est c'est une bonite. C'est un poisson fabuleux. Sans doute le plus précieux du Bosphore. C'est vraiment un poisson typique du coin. L'eau du Bosphore est froide, mouvante, et c'est ce qui donne son bon goût au poisson. Et c'est aussi pour ça que les gens l'adorent. À Istanbul, il existe un véritable culte local autour du poisson. Les gens sont en quelque sorte accros au poisson. D'ailleurs, tous ces bateaux qu'on voit derrière, ce sont tous des pêcheurs à la ligne. Bien sûr, pêcher en pleine nature, c'est sûr que c'est agréable. Et le fait de pouvoir le faire en plein centre-ville, je trouve ça vraiment formidable aussi. Istanbul se situe juste au carrefour de l'ouest, de l'est, du sud et du nord. Elle est au croisement des mers, exactement au centre. C'est grâce à ça que pendant des siècles, elle a été le lieu de passage de tous les empires. Et c'est une ville qui suscite toujours beaucoup d'envie. C'est une ville animée, une grande ville, une vraie mégalopole. On dit qu'il y a près de 17 millions d'habitants. Une fois qu'on traverse le Bosphore, on se trouve sur les rives de l'Anatolie, c'est-à-dire au début de l'Asie. En fait, à partir de là, on s'ouvre vers un univers exotique, un monde mystérieux, beau, excitant. L'Europe, l'Asie, d'accord, ce sont un peu des clichés, mais c'est vrai aussi que c'est d'ici qu'on s'ouvre vers l'Orient. Moi, je suis né en Finlande. Ma mère est finlandaise et mon père est turc. J'ai vécu en Suède pendant 15 ans, puis en Turquie, aux États-Unis. Et après avoir fait un peu le tour du monde, je suis revenu à Istanbul. On peut dire que c'est un peu l'Orient sauvage de l'Europe. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, avec toute la famille, on a choisi de s'installer ici. On est à Mikla. C'est un restaurant qu'on a ouvert il y a presque 8 ans. Le restaurant se trouve au sommet du bâtiment, au 18e étage. Son nom, ça vient de Miklagård. C'est un ancien terme nordique qui veut dire grand village, grande ville. J'ai entendu ce mot toute mon enfance dans la bouche de ma grand-mère et comme je suis moitié viking et que le nom date de l'époque où les vikings sont arrivés à Byzance, quand j'ai vu cet endroit, j'ai décidé de l'appeler Mikla, en coupant le terme en deux. On va maintenant démarrer les premières étapes du lakarda, la bonite en saumure.
Normalement, ce plat se fait avec du thon, mais nous, on utilise des poissons plus petits. La bonite est un poisson fragile. Sa chair peut s'abîmer facilement. C'est pour ça qu'on fait très attention. Nous utilisons des brochettes et des brosses à dents. Bon, c'est un peu inhabituel pour préparer le poisson, mais il faut nettoyer tout le sang à l'intérieur avec ces instruments avant de saler le poisson. Il ne faut plus qu'il y ait de sang sur la colonne vertébrale ni sur les arêtes, afin d'obtenir un poisson mariné ou saumuré tout propre, tout blanc, sans trace de sang. Ensuite, on le place dans l'eau glacée pendant 24 heures. Et le lendemain, il faut sortir la bonite, bien la nettoyer, la sécher et enfin la saler. Faire des bonites en saumure, c'est une préparation traditionnelle qui permet de conserver le poisson. C'est grâce aux Grecs venus à Istanbul que cette recette est entrée dans notre gastronomie il y a bien longtemps. Je suis très influencé par ce qui m'entoure. Vivre ici et ne pas être touché par toutes ces strates culturelles et historiques, c'est impossible. Et c'est une grande chance, car dans de nombreuses contrées, dans de nombreuses cultures, tout cela a disparu. Mais ici, les anciennes traditions continuent d'exister. Allez, viens, ne ratons pas le ferry. Quand les Vikings sont venus à Istanbul il y a plusieurs siècles, à l'époque c'était Byzance. Et la chose qu'ils ont vue en premier, c'était cette péninsule. Le véritable Orient commence là. Istanbul, c'est tout ça, une ville qui attire les gens, qui est pleine d'énergie. Mais pour pouvoir vivre à Istanbul en prenant du plaisir, il faut pouvoir entrer dans son rythme. Si tu essaies de rester en dehors, tu te noies. Mais si tu y arrives, c'est formidable. Cuisiner en ville, et surtout dans des villes énormes comme Istanbul, c'est vrai que c'est difficile. On est parfois bien loin des bons produits de la nature qu'on aurait souhaité. Mais en même temps, le fait de vivre dans une si grande ville, si animée, vous apporte autre chose. Il n'y a rien de monochrome, au contraire. Il y a des montées, des descentes, c'est très agité. Et tout ça, on le retrouve dans ma cuisine. Alors un cocktail de grenade orange et raisin, et pour moi, uniquement du jus de grenade. On est au marché de Kadıköy, le marché historique qui se trouve sur la rive est d'Istanbul, dans la partie asiatique. C'est l'un des bazars les plus agréables de la ville. Ça représente toujours la vraie vie, et j'aime beaucoup venir ici. Le jus de fruits frais, par exemple, on ne trouve pas ça partout. Dans beaucoup d'autres villes, on vend du jus de fruits concentré en briques. Mais ça ne marche pas ici. Personne à Istanbul ne boirait ça. On te le jetterait à la figure. Il faut venir ici, et selon la saison, grenade au raisin, tu bois ton jus de fruits. Souvent, quand je vais au marché, ce n'est pas pour acheter de grosses quantités. En revanche, tu y attrapes des idées au vol, une inspiration, des produits nouveaux. Et des fois, ça vient juste en parlant avec un artisan. Bon, alors 1 kilo de prunes vertes saumurées et vous avez des clémentines en saumure? De la clémentine? Dans les bocaux là-bas. Bien, on va essayer quelque chose avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oh, il y en a plein. Bon, tu as allumé ta lampe? Laquelle on choisit alors? Superbe. J'ai touché dans le mille, on dirait. C'est magnifique.
Ici, je suis venu acheter des œufs de mulet séchés, de la poutargue. Pour savoir si c'est de la qualité, tu regardes à travers la lumière et il faut qu'il n'y ait aucune impureté. Il faut que ce soit complètement transparent. Cette poutargue, elle vient de poissons qui sont pêchés à Adana. Le séchage aussi se fait là-bas, à l'air libre, avec le vent. Et ces vendeurs, ils les achètent directement là-bas. Allez, celle-là aussi, elle est bien. On prend ces 5 pièces. On essaiera une recette quand on rentrera au restaurant. On verra bien ce que ça donne. Oh, je vous souhaite une bonne journée. Dès que je trouve un petit peu de temps libre entre la cuisine et les courses, j'ai un petit monde à moi. Je l'appelle l'atelier. Pour moi, c'est comme un magasin de jouets ou une source d'inspiration. C'est là que je fais mes recherches et que je travaille avec Tangor. Tu as vu? Leur méthode s'améliore. Ah, c'est bien, mais passer au séchage au four, ce serait la fin pour eux. Non, ils ne vont pas le faire sécher au four. Ils vont le mélanger dans une machine, mais le séchage se fera toujours en plein air. Tangor fait des recherches dans tout le pays sur les gens, les produits, les cultures, et tous les renseignements et les échantillons qu'il a accumulés, il me les ramène ici. Je parcours toute la Turquie. Dans certains cas, je sors même des frontières pour aller jusqu'au Moyen-Orient, aux Balkans ou dans les républiques d'Asie centrale. Lorsque je trouve un produit, en fait, je trouve plus qu'un produit. Je découvre aussi son passé, sa tradition, les méthodes et les techniques pour le cuisiner. Et quand je rentre à Istanbul et que je donne ce produit à Mehmet, lui, avec une perspective complètement nouvelle, cherche à y ajouter quelque chose, tout en respectant le passé et la tradition. Et c'est quoi tout ça? Du tarhana? Oui, tout à fait. Ça, c'est du tarhana du village de Maras. On appelle ça aussi chips de tarhana. Ça se mange comme des chips. Les ingrédients principaux, ce sont le blé et le yaourt. Mais dis-moi, pourquoi il y a des rayures dessus? En fait, ils le font sécher sur un tapis en paille. Ah, c'est la marque du tapis en paille. D'accord. Ouais, c'est ça. Et ça sèche dehors, au soleil. Et après, ils le ramassent et le cassent en morceaux. Exactement. Le tarhana, c'est une méthode qui sert à conserver le blé en le faisant fermenter. Et ces jours-ci, je me suis pris la tête avec le tarhana. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment faire entrer un produit si simple dans le menu du restaurant? La particularité de celui-ci, c'est que comme le blé est entier, l'amidon reste à l'intérieur. Et du coup, il fermente. Mais c'est le yaourt qui pue. L'odeur, on la sent vraiment de loin. La particularité du tarhana, c'est qu'il est fermenté 2 fois. D'abord, on fait du yaourt, qui est un produit fermenté, et quand on mélange le yaourt avec le blé, cela fermente encore une fois. Donc c'est une double fermentation, et c'est grâce à ça qu'il obtient son goût si spécial. Soit vous l'aimez, soit vous le détestez, c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas un goût neutre. Je vais donc retourner à la cuisine du restaurant parce que je veux faire quelque chose avec ce tarhana, et je veux aussi utiliser les cornichons que j'ai achetés aujourd'hui au marché. On va faire de la soupe de tarhana. Donc pour les ingrédients, on a du tarhana, une pâte de poivron, du bouillon de poulet et du beurre. Ça, ce sont des prunes vertes en saumure, Pekka Green Plums. On pourrait utiliser aussi le chou ou la clémentine confite, mais juste le zeste parce que l'intérieur risque d'être trop mou. Tous ces éléments sont des exemples du talent des Anatoliens pour conserver leurs produits. Et en fait, on va essayer d'introduire et de marier tout cela en le résumant dans un seul plat.
La soupe de tarhana a vraiment un goût intense, donc il faut équilibrer ce côté salé, aigre. La poutargue râpée peut servir à ça, la prune et le chou aussi. On veut plus d'équilibre dans les goûts. C'est vraiment ça que l'on recherche. Pour commencer la soupe, on prend une bonne poignée de tarhana. Ensuite, il faut déposer la pâte de poivron et arroser le tout de bouillon de poulet avec un peu de beurre. Il ne reste plus qu'à la faire bouillir un peu, puis la passer au mixeur et filtrer. Je le remplis jusqu'où? Jusqu'ici. Hop, c'est bon. Avec la soupe, je mets aussi dans l'assiette un morceau de homard, juste saisi. La saveur iodée et sucrée du homard crée un équilibre et, en même temps, ça provoque un contraste. Le homard est un produit de luxe et il se retrouve associé au tarhana, qui est un des produits les plus simples qui soient, un produit populaire, qui est pour ainsi dire le plat des pauvres. Et tous les deux, j'ai voulu les réunir dans cette assiette. Bon, alors voilà, c'est un nouveau plat qu'on va mettre au menu. Alors à part le homard, le point de départ du plat, c'est le talent des Anatoliens pour la conservation de leurs produits. Le tarhana par exemple, dans votre famille, il y a certainement quelqu'un qui le fait. Eh bien nous, au fond, on a fait pareil. Et on a ajouté de la pâte de poivron rouge, de la poutargue, de la prune verte, du chou et aussi du zeste de clémentine en saumure. Au final, dans l'assiette, il y a des saveurs très complexes. Et tout ça pour équilibrer le goût du tarhana qui est très... Ah, vous savez, il y en a qui le détestent et puis il y en a qui aiment beaucoup. Eh bien, ce plat va être un petit peu comme ça. On transmet une histoire tout en prenant du plaisir. L'idée, c'est ça. Cela fait partie de la nouvelle cuisine anatolienne. Et on joue avec ça. Pendant que je suis en cuisine, Tangor va aller chercher des potirons chez le producteur. Il a 50 km à parcourir juste pour des potirons. L'infrastructure en Turquie ne nous permet pas toujours de trouver tout devant notre porte. Et ça peut paraître un peu fou, mais parfois on peut faire 200 km pour acheter seulement quelques paquets de lentilles. Pour savoir si un potiron est bon, il faut qu'il soit lourd quand tu le prends en main. Il faut qu'il ait des tranches bien dessinées. Ici, pour moi, c'est comme une oasis dans le désert. Özgur, c'est notre producteur de potirons. Et la raison pour laquelle je viens ici, c'est qu'il utilise ses propres graines depuis maintenant 70 ou 80 ans. En plus, il ne récolte pas ses potirons tout de suite. Il attend le moment parfait. Du coup, ses potirons sont bien meilleurs que ceux des autres producteurs. Avec ces potirons, on fait un dessert. Le fondement de ce dessert, c'est qu'on cherche à fusionner la tradition qui existe depuis des siècles avec les idées d'aujourd'hui, peut-être même avec des idées d'avenir. Et c'est de cette manière que l'on peut faire vivre et perdurer ce genre de recettes. Pour la recette du dessert au potiron, il faut d'abord commencer avec la chaux. On verse de l'eau sur de la chaux vive, ça commence à bouillir, et on met ça de côté pendant 24 heures. Ça a déjà commencé à chauffer, c'est même déjà très chaud. Ça va être pire que de l'eau bouillante. Maintenant, il faut le laisser reposer. Au bout de 24 heures, l'eau et la chaux se sont séparées l'une de l'autre. Après séparation, on prend l'eau limpide qui est au-dessus
et on met les potirons coupés en morceaux dans cette eau. Et on les laisse tremper encore une journée. 24 saatte öyle bekliyor. Çok yeni gibi. Même si ça ressemble à une technique moderne, les grands-mères font ça depuis des centaines d'années. Mais elles ne comprenaient pas la réaction chimique. Nous, on a fait des recherches sur la formule avec des universités. Et finalement, on a réussi à la reproduire. Après 24 heures dans l'eau de chaux, les potirons sont prêts. On ne voit rien pour l'instant car ce n'est qu'après avoir confit 2 heures dans du sirop qu'ils formeront une croûte à l'extérieur. La raison pour laquelle on met les potirons dans la chaux, c'est pour qu'ils tiennent bien à la cuisson. Si on ne fait pas ça, ils se transformeraient en purée. Mais comme on les a marinés dans la chaux, ils gardent leur forme et leur croustillant. Ça, c'est pour la glace à la pistache. Il n'y a que de la pistache et le meilleur lait, rien d'autre. Un volume de purée de pistache pour 2 de lait, on mélange, c'est tout. Pour dresser le plat, on met d'abord des éclats de pistache pilés, 3 morceaux de potiron confit, et enfin du mou de raisin avec de la sauce tahini. Car ici, on les mange ensemble. Bir de fıstık dondurması. Dans la nouvelle cuisine anatolienne, le seul moyen de réellement préserver toutes ces traditions, tous ces héritages fabuleux, c'est d'éviter de se comporter comme si on était dans un musée. C'est pour cela que j'aime trouver de nouveaux usages culinaires et une façon de travailler plus moderne. Au fond, c'est ça. On essaie d'innover avec l'ancien, de trouver des nouvelles pistes, en faisant sans cesse des recherches. L'équipe est prête, la cuisine est prête. Petit à petit, les clients commencent à arriver, le soir tombe et l'adrénaline monte progressivement. Ah, c'est pour la table 22. Le poulpe, tomates et olives. Une de mes entrées favorites, c'est le lakarda, la bonite en saumure. Bien que ce soit un plat vraiment traditionnel, on l'a un petit peu modernisé. Tout d'abord, j'ai coupé du concombre en lamelles et je l'ai dressé dans l'assiette. Par-dessus, j'ai posé la bonite taillée en tranches. Ensuite, un peu de zeste de citron et enfin, j'ai un peu d'oignon caramélisé. Traditionnellement, on sert la bonite en saumure seule. On met uniquement la bonite et des oignons rouges crus, rien d'autre. Mais nous, on l'accompagne d'oignons caramélisés, ce qui ajoute une touche légèrement sucrée. Hop, on va mettre un peu d'aneth là-dessus, comme ça. Pour certains, revisiter cette recette serait presque un péché. Mais nous, on pense que ça lui donne une densité et une profondeur nouvelle. Et comme il faut aussi un peu de fraîcheur et de croquant, on a ajouté le concombre. En fait, on regarde le passé. On intègre ce qui s'est fait pendant des siècles, les produits, les techniques, mais en ayant toujours un regard neuf. Chez Mikla, on va continuer à faire des recherches. On veut continuer à explorer et à comprendre. Et puis, il y a aussi une nouvelle génération qui arrive. Avec elle, on veut propager cette idée d'une nouvelle cuisine anatolienne. Pas comme des missionnaires, non. Mais pour que ces anciennes traditions puissent perdurer, il faut absolument les aborder avec une perspective nouvelle et fraîche.